Dans ce nord sacré du monde, aux frontières du royaume des hommes, existaient 4 îles, Murias, Phalias, Gorias et Findias. Et sur ces terres reculées et isolées, vivaient des êtres aussi beaux que puissants, des êtres savants, courageux et détenteurs d'une grande magie. Leur savoir provenait de 4 druides, vivaient chacun sur une île et l'administraient. Morphésa était à Phalias, Huissias à Findias, Sémias à Murias et Erzas à Gorias. Cependant, ces êtres du nord, appelés les Tuatha des Danann, décidèrent un jour d'entamer une migration plus au sud. Ils arrivèrent ainsi le jour de Beltane, sur une terre verte, au climat capricieux que l'on appelle aujourd'hui l'Irlande, et ils rencontrèrent le peuple des Firbolg, qu'ils écrasèrent lors de la bataille de Mag Tuired. Ils terrassèrent par la suite les Faumoirés, des êtres sauvages qui essayaient de dominer l'île et de s'emparer du pouvoir. De nombreuses années paisibles suivirent cette bataille, et l'île passa sous le commandement de Lugh, le dieu solaire, puis Dagda, le dieu druide, et enfin le petit-fils de ce dernier. Mais un événement curieux survint. Des hommes venus de la péninsule ibérique, les Milésiens, décidèrent de s'emparer de l'île. Suite à une bataille opposant ces nouveaux venus, dirigés par le druide Amorgen, Glungen et les dieux, l'île devint pour la première fois propriété des hommes. Chassés, les dieux n'ont d'autre choix que de se réfugier sous terre dans l'autre monde. Ce bref récit est très important pour comprendre la mentalité des peuples celtes. Ces hommes ont vaincu des dieux, même leurs dieux, et se sont emparés de leur royaume. Si aujourd'hui nous les représentons, à l'image de nos chers Gaulois, comme des hommes violents et peu intelligents, évoluant dans une société chaotique, anarchique et désorganisée, la dilution de leur héritage a pourtant été à mes yeux l'une des plus grandes pertes pour l'humanité. Leur caractère igné a fait trembler l'Europe et continue aujourd'hui d'intriguer. Je vous propose dans cette vidéo de partir à la rencontre de ces grands guerriers et artisans, de ces astronomes et maîtres de la parole. Nous allons ensemble tenter de comprendre leur mentalité, leurs valeurs et leur monde spirituel. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentant et en aimant cette vidéo. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant et en partageant mon travail. Merci et bon visionnage. Avant d'aller plus loin dans cette analyse détaillée et profonde du caractère celte, un petit point historique s'impose. Lorsque l'on parle des Celtes, on parle d'un groupe de population indo-européenne qui s'est étendu de l'Irlande à l'Anatolie et de l'Espagne au Danube. L'origine des Celtes se trouve dans le foyer de la culture dite de Hallstatt, en référence à la ville autrichienne dans laquelle les restes de ce groupe furent trouvés. Cette culture est comprise entre 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 450 avant Jésus-Christ, avant d'être remplacée par une nouvelle ère qui est appelée l'ère culturelle de l'Athènes, faisant encore une fois référence à la ville dans laquelle cette unité culturelle fut découverte, mais cette fois c'était en Suisse. La période de l'Athènes correspond à l'apogée géographique des peuples celtes qui s'approprieront une grande partie de l'Europe. Les Celtes s'organisaient en tribus et en villages plus ou moins grands et pouvaient être fortifiés afin de donner ce que l'on appelle un oppidum. La tribu celte se structure autour du roi qui possède un grand pouvoir mais peut tout de même être déchu de son statut sous certaines conditions. La fin de l'apogée celtique survient par les guerres successives face aux Romains bien sûr, mais également face aux Germains et aussi à l'empire dace qui était à l'est. Le déclin de cette civilisation est en partie dû à leur incapacité à se fédérer face à l'adversité. Et à titre personnel, je pense comme Vercingétorix que la Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. Mais malheureusement pour eux, cette unité ne survint jamais et l'amalgame progressif entre les traditions celtiques et romaines poussèrent à la dilution puis à la disparition presque totale du culte originel de ce magnifique panthéon. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce peuple, nous allons pouvoir nous intéresser à sa spiritualité. S'il y a bien une ethnie qui considère la nature comme sacrée et qui y voue un culte, c'est bien celle des Celtes. Étant omniprésente, elle joue le rôle de sanctuaire de ressources, mais aussi de connexion et de lien avec le divin. Son culte s'exprime au travers des fêtes, elles-mêmes rythmées par les saisons, et ont une importance capitale. L'année celtique commence le 1er novembre par la fête de Samonios, la venue de la période sombre. Cette fête dure à peu près une semaine et est le symbole de la transition entre la période claire et la période sombre. C'est à ce moment que le monde des hommes et le Cid, à savoir le royaume des dieux, se rapprochent le plus, ce qui laisse place à beaucoup plus d'interactions entre divins et mortels. Suit alors la fête d'Imbolc qui prend place le 1er février. Celle-ci symbolise le renouveau. Le 1er mai, c'est la fête de Beltane. Elle est marquée par le retour de la lumière et des activités telles que la chasse, la guerre ou l'agriculture. Et enfin, Lughnasadh arrive le 1er août pour mettre en avant la paix, l'abondance et la royauté. Une autre manifestation de ce culte envers l'environnement se trouve dans le rapport particulier des Celtes à 2 éléments, le feu et l'eau. Le premier, selon les Celtes, a une origine divine, très fortement liée à l'orage, lui-même lié à Taranis dans certaines tribus. Il est l'expression de la puissance céleste et divine. Il a cette ambivalence que l'on retrouve chez les Scandinaves, avec d'une part la rune Kenaz, celle du feu créateur et maîtrisé, et la rune Soilo, la rune du feu destructeur de la victoire écrasante. Cette dernière rune se représente par une sorte de S, que l'on retrouve doublée sur l'uniforme de l'ordre chevaleresque européen d'il y a moins d'un siècle. Mais on la retrouve aussi sous les formes de roues solaires, symbole très présent chez les Celtes. Le feu est l'attribut de la déesse Belisama, qui trouve son équivalent masculin chez Bélénos. Ce dernier incarne la magnificence des arts, la jeunesse, mais aussi la médecine et la guérison. Lors de la fête de Beltane, de grands feux sont allumés en l'honneur de ce même dieu. Le bétail est alors contraint de passer dans la fumée afin qu'il soit purifié. Pour moi, le feu est l'élément le plus représentatif des Celtes. Leur impétuosité et leur grande connaissance en différents domaines témoignent de leur nature ignée. Mais nous reviendrons plus tard sur le caractère des Celtes. Quant à l'eau, elle prend plusieurs aspects. Premièrement, elle a la capacité de guérir, en témoignent les nombreuses légendes autour des sources et des fontaines. Certains cours d'eau et fontaines portaient le nom de Divona, signifiant dieu en gaulois, ce qui témoigne de l'importance de cette ressource, notamment en matière de spiritualité. Le célèbre barde Taliesin parle dans l'un de ses poèmes d'une fontaine pleine de fruits au-delà de la mer pour évoquer un paradis des Celtes. Parce qu'en effet, les autres mondes sont intimement liés aux eaux. Dans
Dans beaucoup de textes irlandais, on retrouve cette idée de connexion entre toutes les eaux. Les puits, les lacs, les fontaines et les cours d'eau se rejoindraient dans les océans et pourraient être le passage vers un autre monde, celui des dieux. À l'image de la douche ayurvédique, l'eau permet chez les Celtes de laver les fautes. Si un serment prêté au nom du Dagda n'est pas respecté, le seul moyen de réparer ce tort est de s'immerger dans une eau vive. Ainsi, l'honneur qui est en quelque sorte un fragment du divin chez l'homme est rétabli. Mais rappelons également que les dieux irlandais, les Tuath, arrivent sur l'île d'Emeraude par les eaux, en provenance de leur archipel. L'eau est donc ici, comme je l'ai dit auparavant, une sorte de route qu'il faut emprunter pour passer du royaume des dieux à celui des hommes et vice versa. Ces deux éléments sont donc très importants pour les Celtes. Au-delà des manifestations simplement naturelles que nous voyons dans une rivière ou d'un brasier, nos ancêtres apercevaient les outils des dieux et leurs attributs. Mais aussi, comment parler du culte de la nature chez les Celtes sans s'intéresser aux forêts. Pour ces peuples, les sanctuaires sont appelés des Némèdes, ou Némétons, en mémoire justement de Némède qui dirigea l'île d'Irlande avant l'arrivée des dieux. Ces lieux sacrés étaient situés dans les forêts, siège des arbres sacrés et du chêne de l'Axis Mundi, pour reprendre la formule de Ivan Guéhenec. Il faut alors voir la forêt comme le centre de l'activité religieuse pour les druides, dont les centres initiatiques se situaient justement dans les bois. Ces vastes étendues arborées offraient également la possibilité aux différents peuples celtes d'aiguiser leur imagination. En effet, de nombreuses créatures et même des peuples à part entière habitaient les forêts. Ces lieux devinrent alors aussi intrigants et sacrés que dangereux, reflétant encore une fois une porte, un pont entre le monde divin et le monde humain. Il est également intéressant de noter que pour les chevaliers de la table ronde, la forêt était une étape incontournable de leur périple qui leur permettrait d'évoluer. Ces bois sombres et sauvages témoignaient alors d'un monde totalement différent, un monde archaïque au sein duquel les lois et la morale du dieu unique n'a aucune signification, un monde dans lequel il est impossible de ne pas évoluer. Comme imprégné de l'essence divine, celui qui s'y aventure communique avec le divin sacré qui l'entoure, mais également avec le souverain de la faune et de la flore, le dieu Cernunnos. Ce dernier est une figure majeure du panthéon celte, dont le culte semblait extrêmement important. Enfin, le dernier élément de culte de la nature n'est autre que les îles. Bien évidemment, certaines tribus vivaient loin des côtes et ne pouvaient pas voir en elles un élément naturel important. On retrouve l'importance des îles dans toute la mythologie celtique et plus particulièrement irlandaise. En effet, les Tuatha Dé Danann, comme je l'avais dit auparavant, venaient d'un archipel situé au nord du monde et s'installèrent sur l'île d'Emeraude avant d'en être chassés. Séparés du monde des hommes par les eaux, ces terres reculées étaient le lieu de nombreuses cérémonies et même parfois des cérémonies interceltiques, à l'image de l'île de Man qui se situait à proximité aussi bien de l'Écosse que de l'Irlande ou du Pays de Galles. Les îles ont aussi permis à certains druides de se cacher lorsqu'ils furent persécutés par les Romains, à l'image de l'île d'Angus, sur laquelle de nombreux résistants se sont fait massacrer. Tout comme les forêts, les îles intriguent autant qu'elles fascinent. En raison de leur isolement, elles témoignent du courage des hommes qui y vivent, parce qu'en cas de famine ou d'invasion, il n'existe presque aucun échappatoire. Nous pouvons aisément imaginer nos ancêtres admirer ces îles, les voir subir les assauts incessants des vagues, des tempêtes et de la foudre, en songeant au lien qui peut exister entre ces terres mystérieuses et les puissances cosmiques. Comme vous le voyez, les éléments naturels et l'environnement étaient au cœur de la tradition celtique. S'ils étaient vénérés et appréciés, ils n'en étaient pas moins craints et respectés parce qu'ils étaient la représentation physique des dieux. Je pense que cette vision de la nature est bénéfique pour l'élévation de l'homme. Nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble parfait et équilibré. Nous ne pouvons nous soustraire à notre place d'être vivant. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de suivre de nouveau l'ordre naturel, de redonner à l'environnement sa place sacrée. L'écologie doit redevenir une préoccupation spirituelle et philosophique. La volonté de préserver nos némétons, loin du goudron et du béton, loin des éoliennes et des barrages meurtriers. Depuis des siècles, la nature inspire, offre et prend. Elle inspire l'artiste, l'artisan et le druide. Elle offre la nourriture, la matière première et la beauté de notre monde. Enfin, elle prend les hommes qui ont mené à bien leur destin et elle prend la proie dont l'énergie permettra la subsistance du prédateur. Comment parler des Celtes sans aborder leur aspect belliqueux? S'il y a une idée qui les suit depuis longtemps, c'est bien celle qui les met en avant pour leur côté bagarreur et râleur. Il faut dire qu'une certaine bande dessinée y est pour quelque chose. Concernant leur tendance à se plaindre, je n'ai pas grand chose à dire, parce que ça expliquerait, dans une certaine mesure, cette pratique qui est très répandue en France. Bon, blague à part, il n'est pas avéré que nos chers ancêtres eurent particulièrement tendance à râler. Mais en ce qui concerne leur attrait pour la violence et le combat, ce cliché est tout à fait vrai. Comme pour tout Indo-Européen, le Celte voit en la guerre un moyen de s'élever et d'espérer atteindre les dieux. En effet, cette société ressemble en de nombreux points à la société védique de l'Inde antique. D'ailleurs, les archéologues ont noté de nombreux points communs entre ces deux civilisations, tant sur l'organisation sociale que sur la vie religieuse et le vocabulaire. Ainsi, à l'image du système des castes indiennes, les Celtes se répartissaient aussi en 4 groupes distincts. Tout en bas de l'échelle, nous retrouvons les esclaves, forcés au travail. Ensuite, vient les hommes libres, travailleurs, comme les artisans, les forgerons et les marchands. Nous atteignons ensuite le groupe de l'aristocratie guerrière, l'équivalent des kshatriyas indiens. Et enfin, nous avons les druides, les hommes qui s'occupent de la vie religieuse et des cérémonies spirituelles et communautaires. Le roi est bien sûr au-dessus de tous. Pour en revenir à ce fameux caractère combatif, il est important de noter que l'aristocratie guerrière était très prestigieuse et possédait une grande influence. Le combat, comme je l'ai dit, permettait aux hommes les plus valeureux d'être remarqués par les dieux eux-mêmes. Les guerriers montraient alors leur bravoure lors des batailles et cette fameuse impétuosité dont j'ai parlé auparavant dans l'engagement total qu'ils montraient lors de l'assaut. Nous pouvons penser aux fameux Gésat qui chargèrent nus les Romains afin d'intimider ces derniers. Outre cette anecdote incroyable, nous pouvons aussi penser à Brennus qui mit Rome à sac après qu'il fut chassé de ses terres par une autre tribu gauloise. Imaginez quelle force mentale et quelle vitalité il faut pour décider de s'emparer d'une telle cité en réaction à la fuite de ses propres terres. La vigueur des populations celtes leur a permis d'étendre leur influence au-delà même de l'Europe en atteignant l'Asie mineure. Toujours en quête de renommée et de richesse, de nombreux Galates rejoignirent les rangs des armées égyptiennes, alors sous direction des pharaons grecs,
et s'installèrent dans cet empire resplendissant façonné par des peuples blancs. L'image que nous avons aujourd'hui des Galates est plus ou moins la même que celle des Gaulois ou des autres Celtes, à savoir des hommes grands, forts, courageux, mais sauvages et barbares. S'il est vrai qu'ils possédaient une grande stature en raison de leur ascendance nordique, ils n'étaient pas des hommes sauvages et stupides, dénués de tout raffinement et de toute subtilité. Leurs forgerons étaient parmi les plus compétents et les bijoux gaulois furent prisés par les Romains. Leur poésie était riche, en témoignent les récits tels que le cycle de Finn ou la razzia des vaches de coulée. Bien que ces histoires aient été écrites aux alentours du XIe siècle, elles nous plongent dans l'univers quand même mental du Celte. Là encore, le héros guerrier est au centre de l'histoire. C'est par sa puissance, son courage et même parfois par son lignage divin qu'il s'élève et reste dans la mémoire collective des peuples. Pour évoquer l'aspect solaire des Celtes, je pense que la croix celtique est l'emblème parfait. Bien antérieur à l'arrivée du monothéisme, ce symbole peut avoir plusieurs significations et surtout représenté dans les territoires celtiques. Nous pouvons d'abord y voir une extension de la roue solaire, symbole purement indo-européen, que beaucoup de populations utilisèrent à travers le monde, ce qui nous montre que ce signe date d'une époque à laquelle nos ancêtres blancs n'étaient pas encore dispersés comme aujourd'hui. Pour comprendre l'importance de cette figure géométrique, il faut s'intéresser à l'importance qu'accordaient les Celtes au nombre et aux figures. La croix celtique, comme vous le voyez à l'écran, comprend deux segments perpendiculaires qui forment ainsi quatre branches. Un cercle vient rencontrer ces deux derniers, de sorte à ce que son centre se trouve à l'intersection des deux segments. Loin d'être un hasard ou simplement un symbole esthétique, il illustre l'importance du chiffre 5 dans la tradition celtique. Un texte indien nommé les Upanishads nous indique la même chose dans cette citation. Tout ce qui existe est fait par 5. Or, nous savons que la tradition védique et celle de nos descendants de Hallstatt sont très similaires sur certains points. L'Irlande est divisée en 4 provinces, auxquelles s'ajoute une 5e. Toutes sont associées à une direction cardinale. Leinster est à l'est, Munster au sud, Connaught à l'ouest, Ulster au nord et Meath au centre. Cette dernière se trouve là où les 4 autres se rejoignent. Nous retrouvons ainsi notre fameuse croix celtique avec ses 4 branches et son centre au croisement de ces mêmes segments. Dans certaines légendes, le premier feu allumé en Irlande se trouvait au centre de l'île. Nous pouvons faire la lecture suivante. Le soleil parcourt notre monde d'est en ouest et brille le plus ardemment lorsqu'il est au zénith, approximativement au milieu de sa course. Le centre est ainsi associé à la chaleur et à la lumière cosmique. En Irlande, le centre de la vie religieuse et spirituelle se trouvait à Tara, dans la province de Meath, ce qui nous montre toute l'importance que cette notion avait pour les Celtes. Un autre argument qui vient renforcer leur aspect solaire réside dans le culte qui vouait à Lugh. Ce dernier est le patron de tous les arts et de la noblesse qui s'en dégage. Il est lumineux, brillant, rayonnant et incarne la lumière la plus pure. Sur l'île d'Émeraude, il était jadis l'un des dieux les plus importants, peu comme le Zeus grec, le Wotan germanique ou le Rhodes slave. Ainsi, ce peuple méconnu et victime de beaucoup de préjugés et de rumeurs, parfois infondées, mériterait à être mis plus en avant. La philosophie des Celtes, leur tradition et leur univers mental fut à l'origine de leur grandeur et de leur supériorité sur bien des domaines. Il sera à mon sens essentiel de renouer avec leurs croyances afin d'élever de nouveau l'humanité, de la rapprocher un peu plus de cet idéal solaire, de notre astre rayonnant. Connaître ses ancêtres est capital. Lorsque l'on comprend que notre sang provient de ces guerriers, conquérants, ingénieux et proches des dieux, une porte s'ouvre vers la fierté individuelle. On comprend que l'on n'est pas bien différent d'eux, que nous avons en nous les capacités d'être leurs égaux, aussi fiers, aussi puissants et aussi savants. Gardez en tête que vous êtes leur continuité, qu'ils vivent quelque part au travers de vous et qu'ils sont témoins de vos agissements, de vos pensées. Alors soyez dignes d'eux.